Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Alors, on le voit tous les jours, l'actualité nous bombarde en permanence de chiffres, de pourcentages et de statistiques sur la santé économique. Mais au fond, comment est-ce qu'on mesure vraiment la réussite, la richesse et le bien-être d'un pays? L'objectif aujourd'hui, c'est de soulever le capot et de décortiquer cette machinerie qui est, avouons-le, parfois un peu complexe. Parce que oui, la véritable santé d'une nation, ça ne se résume absolument pas à un simple chiffre en bas d'un bilan comptable. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Notre petit parcours d'aujourd'hui va s'articuler en 5 grandes étapes. On va d'abord comprendre le PIB, ensuite on verra comment on mesure la croissance économique, puis on va pointer du doigt les limites de ce même PIB pour finalement découvrir l'indice de développement humain et on terminera par les 10 indicateurs durables. Première étape donc, comprendre le PIB, notre grande base de référence. C'est littéralement le point de départ incontournable de toute discussion économique. Le produit intérieur brut, qu'on connaît tous sous le célèbre sigle PIB, c'est l'indicateur roi. Il sert très exactement à mesurer la production de richesse sur un territoire donné. Mais concrètement, comment on arrive à sortir ce chiffre faramineux? Eh bien, en réalité, c'est juste une immense addition. On prend la somme de toutes les valeurs ajoutées fournies par les entreprises et on y ajoute les comptes des administrations publiques. C'est vraiment la fondation absolue sur laquelle on s'appuie pour évaluer la puissance économique d'un pays. Et justement, pour que ce calcul tienne la route, il faut bien isoler cette fameuse notion de valeur ajoutée. En gros, c'est la richesse qui est véritablement créée lors du processus de transformation par une entreprise. Prenons un exemple tout bête. Imaginons la différence entre un simple morceau de bois brut et un magnifique meuble fini. L'entreprise a ajouté de la valeur par son travail, c'est logique. Et c'est l'accumulation de toutes ces valeurs ajoutées à travers tout le pays qui forme notre fameux PIB. On passe à notre deuxième point, mesurer la croissance économique, ou plutôt les mathématiques derrière les métriques. Une fois qu'on a calculé cette richesse totale, comment est-ce qu'on sait si la situation globale s'améliore ou se détériore? Eh bien, on regarde la variation du PIB d'une année sur l'autre. C'est ça, le fameux taux de croissance. La méthode est d'une logique implacable, voici comment ça marche. On prend le PIB de l'année en cours, on y soustrait à celui de l'année précédente, puis on divise le tout par ce même PIB de l'année précédente, on multiplie par 100, et paf, on obtient un pourcentage hyper lisible. Si le résultat est positif, ça prouve mathématiquement qu'on a créé de la richesse supplémentaire. Et ça illustre parfaitement deux scénarios complètement opposés. D'un côté, on a la fameuse croissance économique. C'est une évolution qui doit être positive, calculée en volume, et surtout, petite précision technique, corrigée de l'inflation pour ne pas fausser les résultats. De l'autre côté, on a le mot qui fait trembler tous les marchés financiers. La récession. Et attention, ce n'est pas juste un mauvais mois ou une petite semaine difficile, non. Une récession, c'est strictement défini par une baisse du PIB pendant au moins 2 trimestres consécutifs. Mais il y a une nuance absolument cruciale à garder en tête ici. L'économie, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Juger la santé d'une nation en regardant seulement les résultats d'une année isolée, c'est super trompeur. La croissance ou la décroissance d'ailleurs, ça doit impérativement s'analyser sur le moyen ou le long terme si on veut vraiment révéler une dynamique de fond. Ce qui nous amène à notre troisième point, et c'est peut-être le plus fascinant, les limites du PIB, ou ce qu'on pourrait appeler ces immenses angles morts. Parce que oui, même si cet indicateur est ultra pratique pour faire des comparaisons internationales, aujourd'hui il est fortement contesté. Pourquoi? Parce qu'il est complètement aveugle à l'essentiel. Par exemple, élever un enfant à la maison ou s'engager dans une association, ça a une valeur sociétale immense. Eh bien pour le PIB, ça compte pour zéro. Zéro. En plus, il masque totalement les inégalités sociales et ne reflète absolument jamais l'impact environnemental. Pour dire les choses simplement, produire d'énormes richesses tout en détruisant un écosystème entier, eh bien, ça fait grimper le PIB. Ça prouve bien que cet outil, à lui seul, ne mesure pas du tout la véritable qualité de vie d'une population. Du coup, face à ce constat quand même assez sévère, une question centrale se pose. Si le PIB ne mesure pas notre bien-être, qu'est-ce qu'on est censé utiliser pour obtenir une image qui soit enfin fidèle à la réalité? C'est la quatrième étape de notre décryptage, l'indice de développement humain, pour avoir une perspective beaucoup plus large. C'est là qu'intervient une solution carrément plus complète. Pour élargir un peu la focale, l'Organisation des Nations Unies a créé l'indice de développement humain, le fameux IDH. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'il repose sur 3 piliers à parts égales, en mélangeant enfin du qualitatif et du quantitatif. D'abord, on a la santé, qu'on regarde via l'espérance de vie à la naissance, ensuite l'éducation, qui est mesurée par la durée de scolarisation et le taux d'alphabétisation, et enfin le niveau de vie, calculé par le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, histoire de pouvoir comparer les pays de façon équitable. Bref, l'économie pure n'est plus la seule boussole et ça change la donne. Et on arrive à notre 5e et dernière étape, les 10 indicateurs durables, le tableau de bord complet. C'est une approche qui pousse vraiment l'analyse à un tout autre niveau. Pour bien comprendre cette approche moderne, il faut avoir en tête un chiffre clé,
17. C'est l'ambition mondiale de l'agenda 2030 de l'ONU qui est structurée autour de 17 objectifs de développement durable. Repenser totalement la manière dont on calcule notre richesse nationale, ça s'inscrit en plein dans ce mouvement planétaire gigantesque. Et ces objectifs, ils ne sortent pas de nulle part. Ils convergent tous vers 3 urgences absolues. Éradiquer l'extrême pauvreté, lutter farouchement contre les inégalités, l'exclusion et les injustices, et bien sûr, faire face frontalement à l'immense défi climatique. C'est vraiment le nouveau paradigme, le cadre idéal pour dépasser la simple idée d'accumuler du capital. C'est exactement pour ça que la France a décidé de compléter son PIB avec un tableau de bord officiel, super bien pensé, composé de 10 indicateurs phares. Ils sont répartis en 3 grands domaines et chacun a le même poids. On a le pilier social qui surveille des choses comme l'espérance de vie, le décrochage scolaire, la satisfaction globale et la pauvreté. Ensuite, le pilier économique qui va scruter l'emploi, la dette publique, les inégalités de revenus et les efforts en recherche et développement. Et enfin, le pilier environnemental qui est devenu absolument incontournable aujourd'hui et qui traque notre empreinte carbone via les gaz à effet de serre tout en mesurant l'artificialisation des sols. En fait, l'idée cruciale à retenir, c'est qu'à la prospérité se juge désormais sur ce délicat équilibre à 3 dimensions. On arrive à la fin de notre exploration, et ça nous laisse forcément avec une vraie réflexion de fond. Finalement, au-delà des simples lignes comptables et de la richesse purement financière, lequel de ces indicateurs, qu'ils soient environnemental, social ou éducatif, définit véritablement le succès d'une société moderne ? C'est une excellente question pour repenser notre vision de l'avenir, de quoi méditer longuement sur le sujet.